Salut à tous, bienvenue sur ce nouveau tutoriel Tonton Photo. Alors aujourd'hui je vais vous apprendre les bases du développement numérique sur ordinateur, sur un logiciel qui s'appelle Lightroom. Le développement numérique, c'est la phase qui consiste à révéler les couleurs et les contrastes de sa photo sur ordinateur. En fait, c'est l'équivalent du développement à l'époque de la photo argentique. C'était peut-être le photographe qui le faisait pour vous, ou alors vous aviez appris à le faire vous-même dans votre laboratoire argentique. C'est exactement le même principe. Il faut révéler les contrastes, révéler les couleurs. Quand vous prenez une photo sur le terrain, par exemple, vous voyez un joli paysage, vous avez une belle lumière, un ciel magnifique. Quand vous la sortez de sa carte mémoire, la photo, vous êtes souvent un peu déçu. Vous allez trouver que c'est un peu terne, les couleurs sont pas terribles, les contrastes non plus, ça rappelle pas la beauté de ce que vous aviez vu. En fait, c'est tout à fait normal. C'est pas que vous êtes un mauvais photographe ou que votre appareil est mauvais, c'est que le capteur de l'appareil numérique est incapable d'égaler la puissance de l'œil humain, tout simplement. L'œil humain voit une gamme de couleurs très étendue, une gamme de luminosité très étendue, et l'appareil photo ne sait pas reproduire ça. Donc il faut passer par un logiciel informatique, un logiciel de développement numérique, et pour révéler tout ça. Couleurs, contrastes, lumière, etc. Éventuellement accentuer un peu la netteté aussi. Donc c'est ce qu'on va apprendre aujourd'hui. Et je vais vous l'apprendre sous Lightroom. Lightroom est un logiciel qui est prévu pour les photographes. Ce n'est pas personnellement le logiciel que j'utilise le plus. Moi je suis un fan inconditionnel de Photoshop, voilà, qui est un logiciel ultra puissant qui permet d'aller dans des réglages très fins et même au-delà du développement numérique d'aller dans la retouche photo. Mais ce n'est pas le logiciel que je vais vous présenter aujourd'hui, tout simplement parce que premièrement il coûte assez cher, beaucoup plus cher que Lightroom, et deuxièmement Photoshop est à la base un logiciel pour les graphistes. Euh, donc il est très puissant, mais il n'est pas fait exclusivement pour les photographes. Donc il peut être parfois un peu plus compliqué à prendre en main que Lightroom, qui est très spécifiquement prévu pour les photographes. Voilà, donc je vous explique ça tout de suite en détail, on se retrouve sur l'ordinateur. Voilà, nous voici donc dans Lightroom que je viens d'ouvrir. Donc pour commencer, quand vous ouvrez le logiciel, vous arrivez dans l'onglet Bibliothèque. Euh, a priori, il est vide, donc la première action qu'on va faire, c'est d'importer des photos dans la bibliothèque Lightroom. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher des images. Alors pour moi, je vais aller un petit peu plus vite. Boum. C'était en 2012. Non, c'était plutôt là. Boum. Voilà, je voulais développer une photo que j'avais prise l'an dernier au mois d'avril, lors d'un petit week-end sur la côte de Granit Rose en Bretagne, dans les Côtes d'Armor. Voilà, c'est un coin super joli. Si vous ne connaissez pas, je vous le conseille vraiment. C'est un petit bout de côte qui a la particularité d'être rose. Voilà, le granit est rose et ce sont des cahots de pierre, de gros morceaux de granit polis par la mer et le vent, et c'est superbe. Et voilà, comme je suis d'origine bretonne, j'aime particulièrement ce genre de paysage. Bref, donc j'avais déjà repéré évidemment avant de tourner ce tutoriel la photo qui m'intéressait. Alors ce qu'on peut voir, c'est que par défaut, toutes les photos sont cochées. Alors si vous mettez importer maintenant, vous allez avoir toutes vos photos qui vont être importées dans la bibliothèque Lightroom, même les photos ratées. Voilà, donc moi je commence toujours par tout désélectionner. Voilà. Et ensuite, j'avais donc repéré boum, 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 celle-ci. Je clique dessus, elle est donc sélectionnée, j'importe. Voilà, donc pour l'instant c'est normal, dans ma bibliothèque j'ai qu'une seule photo. Si vous en retouchez plusieurs, évidemment elles s'afficheront toutes ici, donc vous pouvez afficher soit en petites vignettes comme ça en gris, soit vous pouvez grossir l'aperçu pour bien vous rendre compte de la photo qui vous intéresse ou pas. Une fois que vous avez sélectionné cette photo, on peut passer à l'onglet développement. Voilà, alors je vais faire rapidement un tour des onglets. L'onglet développement, c'est donc l'onglet qui nous intéresse aujourd'hui pour développer la photo. Il y a aussi un onglet carte qui sert à remplir les coordonnées géographiques de vos photos, c'est-à-dire où a eu lieu la prise de vue. Pour l'instant, moi je ne l'ai pas fait. Vous pouvez le faire photo par photo, ou vous pouvez aussi, si vous avez
un appareil photo qui a un GPS intégré, une puce GPS intégrée, alors ça se remplira automatiquement, ce qui vous permet dans l'avenir éventuellement de faire un tri par zone géographique. Voilà. Il y a aussi un onglet livres. Alors en fait, il faut savoir que Lightroom a passé un partenariat avec le site internet Blurb, qui est un site qui permet de faire des livres à la demande, ses propres livres. Voilà, donc c'est ça qu'on trouve dans cet onglet. Diaporama, ça permet de créer un diaporama sympa et de l'envoyer à ses amis, par exemple après un mariage, une fête de famille. Vous sélectionnez les photos qui vous intéressent et vous pouvez les exporter soit au format PDF, soit au format vidéo. Voilà, je passe très vite parce que c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. L'onglet impression va vous permettre de faire un peu des repérages, des paramètres précis avant d'imprimer sur papier. Et l'onglet web vous permet, lui, d'exporter une galerie de photos sur internet, même si vous ne connaissez rien au code. Adobe vous sortira tout ce qu'il faut pour le faire de manière automatique. Voilà. Donc je reviens à nos moutons, l'onglet développement. Alors, quand vous êtes dans l'onglet développement, vous avez pour commencer un aperçu de la photo pour naviguer dedans. Si vous zoomez voilà, à 100% de la taille ou à 300% de la taille pour zoomer encore plus, on voit à quoi ça correspond dans l'onglet navigation. Voilà. C'est un peu à ça que ça sert. Vous pouvez adapter la taille de la photo pour qu'elle rentre entièrement dans l'écran, ou alors remplir l'écran. Ça c'est vraiment chacun selon les préférences de chacun. Personnellement je préfère adapter, comme ça j'ai le recul sur l'intégralité de ma photo. Vous avez ensuite, toujours en colonne de gauche, un certain nombre de paramètres prédéfinis qui vont vous permettre d'automatiser certains traitements couleurs. Voilà, bon, ça plaît à pas mal de monde. Personnellement je les utilise jamais parce que tout simplement voilà, je préfère retoucher à ma manière mes photos, mais c'est vrai que ça peut être très utile et très sympa. Par exemple, si je clique ici, hop, j'ai un traitement tout fait. Finalement, je préfère celui-ci. Je vais revenir à ton froid. Voilà. Donc, vous pouvez jouer avec ça. Ça peut vous permettre de faire des choses très sympas. Vous avez même des mises en page, vous voyez, pareil, prédéfinies. Alors, ça me permet justement d'aller à l'onglet suivant qui s'appelle Historique. Vous voyez que toutes vos actions sur votre image sont répertoriées dans un historique qui vous permet de remonter le temps. Si vous vous rendez compte que vous êtes trompé, par exemple c'est le cas, les paramètres prédéfinis, c'est une erreur de ma part, je voulais pas, ça m'intéresse pas, c'était juste pour vous montrer. Donc je peux revenir au moment de l'importation dans Lightroom, voilà, et tous les effets sont annulés. Donc ça c'est vraiment intéressant et on l'utilise tout le temps en fait. Voilà, donc maintenant qu'on a vu les points principaux de cette colonne de gauche, on peut passer à droite, où on a vraiment les outils de développement numérique qui nous intéressent. Alors, en principe, on les prend de haut en bas, voilà. Disons que c'est l'ordre le plus logique des choses. Cependant, moi je vous conseille, en tout cas c'est ce que je fais personnellement, je commence systématiquement par correction de l'objectif. Je commence par celui-ci parce que il peut tout chambouler. Une fois vous avez fait tout un tas d'actions de développement et tout d'un coup vous touchez les corrections de l'objectif, ça peut entièrement chambouler ce que vous avez fait. Donc autant le faire dès le départ. Alors les corrections de l'objectif, c'est quoi? C'est le fait de corriger la déformation due à la lentille de votre objectif. Sachant que Lightroom a en mémoire un paquet incroyable d'objectifs et qu'il sait donc compenser les déformations. En ce qui me concerne, j'avais un 12 mm, c'est un très grand angle qu'un ami m'avait passé, voilà. Donc on voit que la déformation est puissante, hein. Donc on voit là déjà ça fait un cadrage très dynamique, mais on voit notamment sur les côtés qu'il y a une déformation due au fait que ce soit un très grand angle. J'en profite d'ailleurs pour vous montrer que si vous tapez sur la touche I, les informations de votre photo s'affichent. Alors une première fois j'ai la date, l'heure, la résolution et le nom du fichier, et une deuxième fois sur I, j'ai les infos de prise de vue, 1/320 à f8, ISO 250, et c'était bien donc à 12 mm. C'est depuis une troisième fois que j'efface. Voilà, donc tout ça pour vous dire que Lightroom a en mémoire le fait que c'est un 12-24. Et si j'active les corrections de profil ici, boum,
on voit que en effet il a bien repéré tout de suite que c'est un Sigma 1224. Voilà. Comment est-ce qu'il a retenu ça? Eh bien tout simplement parce que quand vous prenez une photo, tout un tas de paramètres sont enregistrés dans le fichier. Et donc Lightroom se base sur ces informations euh, pour, euh, pour corriger un certain nombre de paramètres. Voilà. Donc là je peux par exemple, si je cache, je désactive, on voit bien qu'il y a une déformation. Déjà il redresse un peu l'horizon, ensuite il corrige le vignettage qui est les coins un peu assombris. Voilà, en fait il corrige les défauts de l'objectif. Une fois que vous avez corrigé ça, vous pouvez aller dans couleur, et là je vais zoomer à 300% pour vous montrer. Vous pouvez supprimer l'aberration chromatique. L'aberration chromatique c'est quoi? C'est le fait que sur les zones notamment qui se détachent sur un fond blanc, les zones très nettes comme ça, on observe sur les contours une erreur de couleur, et notamment qui va dans les tons violacés, rosés, etc. Donc si je supprime cette aberration, hop, on voit immédiatement que cette aberration s'en va tout simplement. Voilà, j'enlève pour vous montrer. Vous pouvez regarder ici ou là, vous allez voir, attention je supprime, boum, voilà, on a supprimé ce problème de couleur. Alors ça c'est vraiment intéressant, notamment sur les ciels très clairs comme ici. Voilà, donc maintenant qu'on a fait ça, je reviens, comme je vous le disais, en haut de la colonne de droite pour retoucher les paramètres un par un. Alors, première chose, la température. Ça correspond à la température de couleur. Il faut savoir qu'on définit les couleurs par leur température, c'est-à-dire plutôt chaude ou plutôt froide, et ça s'exprime par l'unité des degrés Kelvin. Donc là, par exemple, ma température de couleur est à 4550 degrés Kelvin. Si je descends en température, je vais vers les couleurs froides. Vous voyez que c'est le plus bleu possible. Si je remonte, je vais vers les couleurs chaudes. Alors on va dans les rouges, les orangés, etc. Ça vous permet de corriger un certain nombre de... la balance des blancs en fait. Par exemple, quand vous prenez une photo, typiquement le soir en intérieur, dans votre cuisine, sous l'ampoule, la photo va être trop jaune, voire rouge. Donc là, c'est parfait, vous changez la température de couleur et vous baissez pour aller dans des tons plus froids. Voilà. Si je double-clique sur le curseur, je reviens à sa position initiale, qui était donc de 4550. La teinte, c'est mettre une dominante de couleur dans l'image. Plus je vais à gauche, plus je vais vers le vert, plus je vais à droite, plus je vais vers le bleu. Voilà. Ça peut vous servir un jour, là c'est pas le cas. Je remets à 0. L'exposition. Alors voilà, vous pouvez corriger l'exposition. Si vous avez surexposé ou sous-exposé, c'est le moment de corriger. Alors dans mon cas, c'était le cas. Voilà. Il avait beau être 10h du matin, c'était un ciel très chargé. Il allait y avoir un orage quelques heures plus tard. Et voilà, la lumière était très sombre. Et si je voulais avoir de la matière dans mes rochers, qui est un peu le sujet de ma photo, hein, c'est joli ce chaos de pierre avec cette teinte chaude, mais comme c'était sombre, voilà, ils étaient trop sombres à mon goût et donc je voulais garder de la luminosité dedans, donc j'ai légèrement surexposé, sachant que j'allais perdre de la matière dans mon ciel. Mais j'ai pris mes photos au format RAW. Si vous ne savez pas ce que c'est que le format RAW, c'est le format natif, non compressé, brut, qui sort de votre appareil photo. Si vous avez la possibilité, si votre appareil photo vous offre la possibilité de shooter à ce format, je vous conseille de le faire, je vous conseille vivement, parce que vous gardez beaucoup d'informations dans le fichier. Regardez là, vous voyez un ciel légèrement surexposé. Si je sous-expose, on voit qu'en fait mon fichier a conservé beaucoup d'informations et qu'il a conservé le ciel, voilà, toutes les informations du ciel. Quand vous prenez des photos en JPEG, le JPEG est un format déjà compressé. C'est-à-dire qu'on enlève un certain nombre d'informations dans le fichier, dans le code du fichier, pour le rendre plus léger. Donc on aplatit un certain nombre de couleurs, il y a moins de nuances, notamment, voilà. Et donc vous ne pouvez pas récupérer ces informations. C'est assez dommage. Si je reviens sur ma touche I, on voit que l'extension de mon fichier n'est pas .jpeg mais .nef. Ça c'est le format RAW de Nikon.
Voilà, chaque marque a un peu une extension de fichier différente. En tout cas, Nikon, c'est Nef. Voilà. C'est très important, si on veut progresser en photographie, de photographier au format RAW. R-A-W. Voilà. Donc, si vous avez shooté en RAW, vous pouvez, par exemple, dans le cas d'un ciel surexposé, volontairement sous-exposer à fond pour voir quelle quantité d'informations vous avez conservées dans les zones surexposées. Voilà, donc là, moi, je suis content, je sais que j'ai mon ciel, j'ai toutes les informations qu'il me faut. Je vais sous-exposer, mais très légèrement. Voilà, comme ça suffit pour le moment. Pas plus parce que je vais toucher d'autres paramètres ensuite. Contraste, le contraste, ça sert à rendre les zones sombres plus sombres et les zones claires plus claires pour donner du dynamisme à l'image. Et si je vais à fond, hop, les zones sombres deviennent plus sombres, les clairs plus clairs, et inversement. Là, si j'enlève du contraste, j'ai une photo super fadasse. Voilà, en fait, il y a tout simplement parce qu'il n'y a pas de vrai blanc, c'est plutôt des gris très légers, et il n'y a pas de vrai noir puisque c'est des gris. Donc je vais revenir, hop, je vais juste mettre 10 de contraste en plus, pas plus. Ton clair. Alors ton clair, ça concerne toutes les tonalités claires de votre image, pas uniquement les blancs, mais les tonalités les plus claires. Donc dans mon cas, si je baisse, je peux récupérer, notamment dans le ciel, vous allez voir, tout ce qui est trop clair dans le ciel, hop, je récupère de l'information et de la matière. Idem pour ton foncé, ça ne concernera que les tons foncés. Je peux les éclaircir ou les supprimer, mais vous voyez, ou les assombrir, pardon, mais vous voyez très clairement que ça ne concerne en aucun cas les zones claires de l'image. Donc ça, c'est deux curseurs vraiment géniaux qui servent en permanence. Hop, ton clair, bah oui, je vais récupérer, c'est bien comme ça. Blanc et noir, c'est la même chose, ça ne concerne que les blancs et que les noirs, donc pas l'ensemble des couleurs sombres ou l'ensemble des couleurs claires, mais bien précisément les blancs et les noirs. Dans le cas de cette photo, ça ne m'intéresse pas particulièrement. On passe donc à clarté. Alors clarté, je ne saurais pas précisément expliquer de quoi il s'agit. Tout ce que je sais, c'est que j'aime beaucoup. Pour moi, c'est une autre manière, c'est un autre paramètre de contraste que celui-ci. J'aime beaucoup le résultat. J'en mets toujours un petit peu. Je trouve que ça donne un aspect très contrasté, très sympa, très doux à la photo. La saturation, ça concerne les couleurs. Ça veut dire que pour chaque couleur de votre photo, on va la colorer à fond, on va la saturer en couleur. Donc si je vais à fond, j'exagère, vous voyez qu'on retrouve des bleus très bleus, des jaunes très jaunes, des verts très verts, etc. Au contraire, si je vais à fond vers la gauche, je n'ai plus aucune saturation, donc on passe dans le noir et blanc. Alors, la saturation, attention, allez-y avec parcimonie, c'est un travers dans lequel tombent beaucoup de débutants, c'est de sursaturer, et voilà, c'est pas du tout crédible, c'est assez moche. Donc je vous conseille d'y aller mollo, par exemple, là moi je vais mettre 15. Et ensuite de plutôt jouer avec vibrance. Vibrance en fait c'est, pour simplifier on pourrait dire que c'est de la saturation intelligente, ça ne sature que les couleurs qui en ont besoin. Donc le logiciel va repérer que telle couleur manque de saturation, mais l'autre est déjà suffisamment saturée, et donc ne va jouer que là-dessus. Donc je joue plutôt sur la vibrance, c'est un réglage plus fin. Voilà. Vous avez noté qu'on peut jouer soit avec le curseur, soit en cliquant, on peut y aller au clavier et mettre des chiffres précis. Voilà. Ça, c'est un peu propre à chacun. Pour l'instant, je ne touche ce menu présence que légèrement, parce que j'y repasse toujours en toute fin de développement. Voilà. Donc maintenant, je vais fermer mon réglage de base. Vous pouvez voir, si vous retournez dans l'historique, vous pouvez déjà voir la différence avec le tout départ. Lorsque j'ai importé, par exemple, je clique. Voilà l'aspect de ma photo brute sortie de l'appareil. Et après quelques réglages de base, vous voyez qu'on a déjà récupéré quelque chose qui est plus proche de la réalité, un peu plus coloré et un ciel un peu plus sombre. Mais c'est pas encore tout à fait satisfaisant pour moi. Ensuite, vous avez l'onglet courbe des tonalités. Courbe des tonalités, ça vous permet, c'est une autre manière de jouer sur les tonalités sombres ou claires, ou sur les luminosités médianes.
personnellement, je vous conseille pas de le faire quand on est débutant, c'est un peu perturbant. Vous voyez, là, j'éclaircis les zones sombres, je les assombris, et là, les zones claires. Je peux aussi jouer sur les gris moyens, etc. Je vous conseille pas d'y toucher parce que c'est tout simplement c'est pas facile à utiliser au départ. Voilà, alors je vais revenir à mon dernier réglage de vibrance. Ensuite, vous avez l'onglet couleur. Ce sont les mêmes réglages de saturation et de luminance qu'on a vu tout à l'heure dans les réglages de base, sauf qu'on peut y aller de manière beaucoup plus affinée en retouchant couleur par couleur. Donc par exemple, moi ce qui m'intéresse c'est de récupérer les tons chauds du granit. Donc je vais y aller saturant légèrement, hop, les jaunes aussi, les rouges aussi, hop. Et là, vous pouvez utiliser ce petit bouton, qui est un bouton on-off en fait, hein, donc qui vous sert à voir ce que ça rend avec et sans les réglages. Donc là, je suis avec mes réglages de couleur, je mets off et je vois ce que ça rend sans. Ça permet de voir un peu là où on en est, si on a abusé ou pas. Je vais peut-être rajouter légèrement du bleu aussi. Tutoyer luminance pour être plus doux. Vous voyez, si je désature, il y a uniquement les parties bleues de l'image qui sont désaturées. Donc là, je vais lui remettre un petit poil. Mais pareil, couleur, j'en reviendrai à la fin. Virage partiel, je vous en parle pas pour le moment. Détail. Alors détail, ça vous permet de jouer sur la netteté. Parce que là aussi, quand la photo sort du capteur, elle manque de netteté. Euh, Lightroom vous met un aperçu à 100% de l'image pour éviter d'aller trop loin dans la netteté parce que c'est simplement c'est très moche quand on abuse. Euh, Curieusement, je trouve que quand on abuse sur la netteté, ça donne une image de plus en plus plate. Plus on essaie de rendre ça net, plus ça, je sais pas, ça donne un aspect plat à l'image qui manque totalement de volume et de profondeur, c'est assez moche. Donc on y va doucement, on regarde à la fois le résultat ici sur l'aperçu grand et sur la petite vignette zoomée. Voilà. Moi je pense que je vais m'arrêter là, ça devrait suffire pour l'instant, je ne vais pas abuser davantage, sinon ça va être très moche. Correction de l'objectif, on a déjà fait, effet et étalonnage de l'appareil photo, c'est pas la peine d'en parler dans les réglages de base. Donc voilà, vous avez vu que pour l'instant on a déjà bien avancé, mais c'est pas fini en réalité parce que je vais aller maintenant affiner tout ça. J'ai fait des réglages globaux et maintenant je vais faire des réglages partiels. Par exemple, je voudrais récupérer davantage de matière dans mon ciel qui est encore trop surexposé, il était plus chargé que ça dans la réalité. Puis je voudrais éclaircir légèrement cette partie de l'image qui est un peu sombre, elle n'est pas assez valorisée, et éventuellement assombrir légèrement celle-ci. Donc pour ceci, j'ai à ma disposition certains réglages, certains outils. Alors je vais commencer par mon ciel avec un outil qui s'appelle filtre gradué. Le filtre gradué, ça correspond à un filtre dans la réalité. Vous savez, cette plaque de verre qui a, comme ici on voit une zone sombre qui va progressivement vers la transparence. Donc on a ça devant. On peut acheter ça en magasin, moi j'en ai, je le mets devant mon appareil photo, petite plaque de verre qu'on glisse devant l'objectif et on voit le ciel s'assombrir. Voilà, donc Lightroom recrée ce filtre. Donc je vais prendre avec ma souris, je vais cliquer là, je reste appuyé sur la souris et je glisse vers le bas, je vais aller jusqu'à ma ligne d'horizon. Pour l'instant on ne voit pas, je vais vous montrer après. En fait c'est je suis en train de lui donner la taille de ma plaque de verre, la taille de mon filtre gradué. Voilà, j'ai relâché ma souris. Donc en haut ce sera la partie la plus sombre, puis progressivement on ira vers la transparence. Donc maintenant vous allez voir tout de suite, si je descends mon exposition, et là vous voyez que si je vais à fond, j'exagère, vous voyez bien le résultat du filtre, en haut c'est très sombre, et on va vers la transparence. Voilà. Si je peux changer tout ça, hein. Si je clique, vous voyez que ça fait toute l'image, mais ça ne m'intéresse pas, moi ce qui m'intéresse c'est le ciel, donc je vais à peu près jusqu'à la ligne d'horizon. Voilà. Alors je vais faire un réglage plus, plus raisonnable.
Voilà, ensuite pareil, je vais récupérer mes tons clairs. Hop. J'assombris légèrement mes tons foncés. Un peu de clarté. Et un tout petit peu de saturation. Voilà. Je peux voir avant, après. Voilà, personnellement je suis satisfait, j'ai récupéré un ciel chargé comme il l'était dans la réalité. Ensuite, ce que je vais faire, c'est donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, je voudrais éclaircir cette partie là, les rochers un peu sombres, les mettre en valeur, et puis assombrir cette partie, tout simplement parce que pour l'instant elle est très claire, donc elle guide le regard. Le regard a tendance à aller tout de suite vers ce rocher clair, alors que c'est totalement inintéressant. L'intéressant c'est le centre de l'image avec ce chaos de pierre, ces couleurs et puis ce phare. Donc pour ce faire, je vais utiliser un deuxième outil qui est le pinceau. Alors je clique dessus, hop, et vous voyez que j'ai une forme ronde avec deux cercles. Alors en réalité, voilà, ça, je vais vous montrer. Si vous affichez là, il va y avoir une sorte de trace infrarouge de votre pinceau. Voilà. En fait, j'ai pas peint en rouge mon image, c'est juste Lightroom qui m'indique là où j'ai passé mon pinceau. Et ensuite, j'appliquerai des réglages sur cette trace. Donc là, vous voyez que si j'applique des réglages d'exposition ici, il va y avoir une démarcation trop nette avec le reste de l'image, ça va être moche. Ça, c'est le contour progressif. Si maintenant je mets à fond le contour progressif, on voit un deuxième cercle qui s'est créé autour de mon cercle principal. Voilà, en fait c'est la zone sur laquelle s'étale mon réglage. Vous voyez que c'est beaucoup plus doux et c'est exactement vers ça que je veux aller. Donc je vais revenir en arrière. Hop. J'ai donc mon contour progressif à fond et je vais régler un peu la taille de mon pinceau, la faire plus fine. Et puis je vais y aller, je vais peindre les zones que je veux éclaircir. Alors on pourra rajouter après si c'est pas suffisant. Pour l'instant ça me va. Je vais enlever la trace infrarouge, hop, et maintenant je corrige mon exposition. Vous voyez, là ça ne concerne que la partie de la photo où j'ai passé mon pinceau. Donc on va être plus raisonnable que ça. Je vais mettre 0,25 par exemple, un quart de diaph en plus. C'est très bien. Je vais créer un nouveau pinceau. Je crée un nouveau. Je vais le faire un peu plus grand. Là c'est trop. Je remets ma trace. J'agrandis encore. Hop. Et je peins donc la partie que je souhaiterais légèrement assombrir. J'enlève l'incrustation de masque. Hop. Et là je sous-expose. Ouais, et tout d'un coup, votre œil ne se dirige plus vers ça. C'est exactement ça que je voulais faire. Je vais encore faire un nouveau pinceau parce que j'aimerais éclaircir légèrement ce phare qui est à mon goût trop sombre. Voilà, donc là j'ai zoomé. Soit pour me déplacer, soit je prends cette petite case dans l'onglet navigation et je me déplace, soit je reste appuyé sur la touche espace et je me déplace avec ma souris dans l'image. Voilà. Maintenant je vais peindre mon phare. Alors c'est pas la peine d'être... CTRL Z pour annuler, ou alors l'historique. J'affiche mon masque. Je peins. Voilà, je suis pas hyper précis tout simplement parce que je mets du contour progressif et puis de toute façon je compte faire un réglage léger pour que tout soit harmonieux. Donc je reviens à 100% de ma taille. Et là c'est un peu trop. 0,5 encore un peu trop. On va mettre 0,25. Vous voyez, je fais toujours des retouches légères parce que c'est pas la peine de s'éloigner trop de la réalité. Je vais éclaircir mes tons sombres. Et vous voyez, là on voit que le rocher est sombre. Je pense que pour faire quelque chose de plus réaliste, je vais peindre légèrement en dessous pour que la progression de la retouche soit plus progressive. Voilà. Donc tant que j'ai pas mis nouveau,
Mon pinceau concerne toujours ce réglage. Vous pouvez pour ce faire afficher les épingles. Hop, vous voyez que si je dézoome, j'ai plusieurs épingles qui symbolisent en fait mes coups de pinceau. Ça c'était mon premier coup de pinceau, ici c'était le second. Si je reste au-dessus, juste au survol, il m'affiche pour que je sache. Et donc pour l'instant, moi je reste sur mon troisième qui est sélectionné ici. Et je n'ai donc pas appuyé sur nouveau. Donc là je vais peut-être agrandir un poil. Baisser en densité, ça c'est la force de mon réglage. Je vais y aller de manière plus progressive. Voilà, je vais peindre légèrement pour que le réglage que j'ai affecté à mon phare ne s'arrête pas trop nettement au niveau du rocher. Voilà, je continue légèrement et à l'œil nu c'est plus naturel. Je vais masquer les épingles. Voilà. Donc là pour voir un peu où j'en suis, je vais revenir à mon état initial. Hop. Voilà, on est pas mal, on commence à y être. Je vais peut-être mettre un dernier réglage nouveau, hop, pour éclaircir l'horizon, toujours dans ce but d'attirer le regard vers cette zone de l'image. On va mettre 0,25 encore, hop. Voilà. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est ce qu'on appelle le vignettage. Donc je vais créer un nouveau pinceau, je vais légèrement sous-exposer, baisser la densité, et là je vais assombrir les coins. Voilà. Et là je vais légèrement sous-exposer. Ça assombrit les coins et ça recentre le regard. Voilà. Je peux vous montrer avant. Voilà, ça c'était avant, après. Vous voyez, notre regard est centré vers le centre de l'image. Voilà, a priori j'ai terminé. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais revenir dans mes réglages de couleur, comme je vous avais dit tout à l'heure. Et je vais maintenant insister un peu sur le bleu et les couleurs chaudes de mon granit. Donc pour sortir du mode pinceau, je clique dessus. Voilà. Je reviens à mes réglages communs. Je vais donc dans couleur, voilà ici, et je vais encore un peu insister sur les oranges, rouges, voilà. Le vert, j'en ai pas mis, et je n'ai pas vraiment besoin. Voilà, le bleu. Alors pour voir si j'ai abusé ou pas, je vais mettre on-off. Oui, j'ai un peu abusé quand même. Alors, celui-là je le garde, c'est important, je vais le garder haut quand même. Le jaune aussi, c'est peut-être sur les bleus que j'ai trop insisté. Alors on va descendre. Et dans le jaune j'ai insisté aussi trop. Hop. Voilà. Voilà, bah écoutez, on est pas mal. En ce qui me concerne, je trouve que ma photo me convient. C'est comme ça que je la voyais quand je l'ai prise. Maintenant, ce que je fais, maintenant que j'ai terminé ma retouche, je vais dans Fichier, Exporter. Voilà, c'est pour... alors, que j'explique un peu. Il faut savoir que tout ce que vous faites dans Lightroom, il s'agit de réglages non destructifs. C'est-à-dire que tous ces réglages qu'on a fait, là, qu'on voit dans l'historique, ils ne sont pas enregistrés sur le fichier d'origine. Tout simplement, Lightroom les conserve dans un fichier à part. C'est du code informatique, hein, ce qui permet de ne jamais affecter le fichier d'origine et de toujours le conserver. Pourquoi? Parce que tout simplement, peut-être que dans 2 jours, vous aurez envie de faire un autre mode de développement, peut-être en noir et blanc, peut-être d'autres couleurs. Peut-être que dans 2 ans, vous aurez envie de réouvrir cette image parce que vous aurez progressé en développement et que vous voudrez la redévelopper à nouveau, ce qui m'arrive régulièrement. Donc c'est très important de faire du développement non destructif. Si je ferme Lightroom, il va retenir en mémoire, lui, les réglages que j'ai faits, mais sur votre ordinateur, vous allez ouvrir votre photo et elle n'aura pas changé, elle n'aura pas ces réglages.
elle se retrouvera à ce stade, au stade de l'importation. Voilà. Donc pour ce faire, il faut sauver ce format, par exemple en JPEG, pour pouvoir le montrer à vos amis, l'imprimer, etc. Donc je vais faire exporter. Je vais l'exporter sur mon bureau, par exemple, pourquoi pas. Voilà. Vous pouvez le renommer, vous pouvez le redimensionner si vous avez besoin. Je garde en 300 pixels par pouce parce que c'est la résolution d'impression papier. Si vous voulez faire un format plus léger pour impression écran, c'est-à-dire pour montrer uniquement sur des écrans, vous pouvez y aller en 72, voilà, ça suffit largement. Donc moi je vais rester en 300. Nom de fichier, bah, c'est parfait, c'est mon nom d'origine. Voilà, vous pouvez mettre un filigrane si vous avez envie, par exemple copyright tonton photo. Voilà, j'exporte. Il existait déjà, je l'écrase. On voit ici que l'export est en cours. Et maintenant, si je vais sur mon bureau, je retrouve donc ma photo retouchée au format JPEG. Voilà, donc j'espère que ce tutoriel vous aura servi, c'est le principal. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser dans les commentaires, je vous répondrai au maximum. Et puis si vous avez appris quelque chose et que ça vous a plu, surtout partagez bien ce tutoriel. Voilà, ça serait sympa. Je vous souhaite donc de bons développements photo dans Lightroom, amusez-vous bien et à tout bientôt. Salut!